C'est maintenant l'heure de la dernière conférence de la journée qui va porter sur l'intelligence artificielle au service de la numérisation des entreprises. Et c'est à la fois, nous dit notre conférencier, une opportunité et un impératif économique. Vous aurez deviné que pour aborder le sujet, nous sommes en compagnie de M. Louis Têtu. Je prends un petit moment pour vous présenter quelques faits saillants, je dirais, de son parcours. Il est président et chef de la direction de Coveo, un leader des logiciels de recherche et de recommandation par intelligence artificielle pour les entreprises. Je souligne que dans le riche parcours de M. Têtu, le fait qu'il ait cofondé et occupé le poste de chef de la direction et président du conseil d'administration de Taleo Corporation, qui a été acquis par Oracle en 2012. Avant Taleo, Louis Têtu était président de BAN, SCS, le groupe de logiciels de chaîne de gestion d'approvisionnement, de BAN qui avait fait l'acquisition du groupe Berklin, entreprise cofondée par Louis Têtu en 1989 et dont il a dirigé les destinées jusqu'en 1996. Notre invité est diplômé de l'Université Laval, titulaire d'un diplôme en génie mécanique. Il a été honoré par son alma mater en 1997 pour sa contribution sociale et ses réalisations d'affaires. Une dizaine d'années plus tard, en 2006, il était lauréat du prix de l'entrepreneur de l'année d'Ernst & Young dans la catégorie des entreprises de technologie. M. Têtu est également président à l'heure actuelle du conseil d'administration de l'entreprise Pétal MD, qui est le premier fournisseur canadien de logiciels infonuagiques pour le secteur médical. Il siège au conseil d'administration de l'Industrielle Alliance Groupe financier et de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec. Il est actif dans le domaine du capital privé en technologie, de même que dans l'établissement de nouveaux modèles numériques pour soutenir des programmes de financement philanthropique à grande échelle. Outre ses fonctions professionnelles, on souligne qu'il habite, M. Têtu, ici à Québec. Il y réside en compagnie de son épouse et de leurs 3 enfants. C'est un passionné, m'a-t-il dit, de ski, de vin, de voyage, et depuis l'âge de 17 ans, il pilote des hélicoptères commerciaux. C'est un plaisir de l'avoir avec nous pour conclure cette 39e GIC. Bienvenue dans l'univers de Louis Têtu. Alors, bonjour tout le monde. C'est un honneur pour moi d'être ici. Et en fait, c'est d'autant plus un honneur que lorsque j'aurai terminé ma présentation aujourd'hui, j'espère vous avoir convaincu que vous êtes probablement une des audiences les plus importantes au Québec, en ce sens que les gens qui sont dans la salle sont les catalyseurs de l'avenir du Québec. Et pour moi, c'est une très grande responsabilité que nous avons. Parce que le numérique, c'est une opportunité, mais c'est également un défi, et j'irais jusqu'à dire que c'est une menace et une obligation. Et c'est très important, je pense, de comprendre l'importance. Je remercie le maire Labaume d'avoir mentionné tantôt la notion de talent. Je pense qu'il manque énormément de talent. Je suis peut-être d'ailleurs une des personnes branchées qui a soufflé à l'oreille de Régis qu'il manquait 30 000 talents au Québec pour numériser le Québec. Et c'est un débat qui, à mon avis, est très important. Je suis un passionné de technologie. Je suis un investisseur. Depuis 28 ans, je travaille avec mes collègues. On a développé des entreprises internationales dans le domaine de la technologie. Taleo, qui était la dernière grande entreprise, qui opérait dans 108 pays. Qui a été démarré de la rue Saint-Joseph, ici à Québec. On avait des bureaux dans 42 pays, en fait, pour être précis. Mais on était le leader mondial du cloud dans le domaine, et Taleo l'est encore, le leader mondial du cloud dans le domaine de la dotation de personnel.
Alors, je fais un petit clin d'œil. Le projet Sagir 3, peut-être que Taléo l'aurait traité d'une façon un peu différente. Mais bon, c'est de l'histoire ancienne et c'est de l'eau sous le pont. Ce qui est important, je pense, c'est de parler de l'obligation du numérique. Et ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de, comme on dit en anglais, peel the onion, c'est-à-dire enlever les plures de l'oignon pour comprendre pourquoi on en arrive là et pourquoi le numérique, c'est un impératif. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation et comme je disais tantôt, c'est une opportunité. Fondamentalement, qui on est chez Coveo, et ce n'est pas un commercial, c'est simplement pour, si on veut, situer le débat. Coveo est une entreprise de Québec qui grossit à 50% présentement, qui est reconnue par Gartner, Forrester, 451 Group, ainsi de suite, comme le numéro 1 des logiciels de recommandation et de recherche par intelligence artificielle. On a aujourd'hui à peu près 300 employés. On est à Montréal, à San Francisco, New York, Amsterdam. On fait un peu d'affaires en Australie également. C'est une entreprise qui est très jeune, très récente, dans laquelle on a investi à date à peu près 75 millions et dans laquelle on continue à investir très, très agressivement parce que, justement, on est le numéro 1. Et dans les entreprises qu'on bâtit, nous, on vise à être le numéro 1. Essentiellement, si vous utilisez le logiciel Photoshop depuis environ 3 mois, toute la personnalisation de l'expérience dans Photoshop au niveau du contenu, ainsi de suite, est gérée par Taléo. C'est aussi vrai pour bien des sites web de compagnies comme L'Oréal, Honeywell, American Express, Visa, ainsi de suite. On est un des plus grands partenaires de Salesforce.com. Je vois que Salesforce ici est un des partenaires. Alors, l'ensemble des sites web mondiaux de libre service, Coveo est l'application qui pousse toute l'intelligence pour les libres services. On est dans les centres d'appel au niveau de pousser l'intelligence et on commence à être beaucoup actif dans le domaine du commerce électronique au niveau des recommandations, si on veut, d'achat qui sont dirigées par de l'intelligence artificielle et des analytiques. Alors d'abord, le monde numérique, évidemment, cette salle-ci comprend bien ça. Mais ce qui est important ici, c'est peut-être de faire rapidement l'historique et ceux d'entre vous peut-être qui s'intéressent un peu plus à ça, il y a un rapport de Gartner Group qui est sorti cette année qui parle de ce qu'on appelle le Intelligent Digital Mesh, c'est-à-dire les 10 grandes technologies, si on veut, contemporaines en 2017 qui vont changer le monde et qui font en sorte qu'on est dans un monde, si on veut, j'ai essayé de le traduire là aussi bien que j'ai pu en français, un maillage numérique intelligent. C'est-à-dire que d'abord, il y a peut-être 30 ans, on a commencé à avoir des machines qui se sont interconnectées avec les réseaux. Il y en a qui sont assez vieux dans la salle pour savoir qu'est-ce que c'est un token ring, et puis l'Ethernet et ainsi de suite. Donc, connected machines, comme on dit, on a vu les connexions entre les personnes, évidemment, principalement le grand mouvement des réseaux sociaux. Et je pense que la plus grande révolution, par contre, dans le moment, c'est les objets connectés. J'ai vu Gartner, au cours des 3 dernières années, changer leurs prédictions au niveau des Connected Things, le Internet of Things. Il y a 3 ans, Gartner parlait de 15 milliards d'objets by the end of the decade. Ils ont revisé leur prévision à 25 et 30 milliards il y a 2 ans. Ils ont monté à 50 milliards et j'étais avec un analyste de Gartner il y a 2 semaines en Europe et il disait qu'il commence à penser que ça va être 100 milliards d'objets connectés. Essentiellement, on assiste à un monde où tout est connecté. Comme vous savez, nos maisons, évidemment, ce que vous voyez sur l'image, c'est les fameuses lunettes de Snapchat. Nos automobiles, maintenant, sont connectés. Et tous ces devices-là ont des adresses et envoient de l'information à une très grande quantité. C'est d'ailleurs pour ça que ça fait longtemps que je dis qu'au Québec, si on se demande quoi faire avec notre électricité, on devrait faire des centres de données. Parce que c'est évident que ça va en prendre énormément. Alors, on a des systèmes qui sont interconnectés et comme Gartner appelle ça les digital twins, c'est-à-dire que ce qui est en train de se passer, c'est qu'il est en train de se créer ce qu'on appelle un jumelage numérique au niveau de l'individu.
C'est-à-dire que comme individu, présentement, moi, je porte une Fitbit et elle transmet des informations quant à mes signes vitaux. Mon iPhone est capable de faire ma reconnaissance faciale. Mon téléphone, ce n'est pas un téléphone, c'est un human sensor, c'est où je suis en temps réel. Et bientôt, lorsque je vais aller m'acheter un veston, effectivement, on va avoir une image digitale de mon corps. Qui passe son temps à grossir et à rapetisser dans mon cas. Et donc, on assiste à, si on veut, un amalgame, si on veut, du monde numérique et du monde humain qui est sans précédent. Puis qui va changer nos vies de façon importante. Le blockchain est également une technologie très importante. Et je vous parle de ça parce que bien des gens, lorsqu'ils regardent la nouvelle technologie, disent « Ah, on va attendre de voir comment ça va ». Et c'est un peu l'essentiel de mon propos aujourd'hui. Let's wait and see. Ça a l'air bon, ainsi de suite. Moi, je suis ici pour vous dire que le maillage intelligent, les objets connectés, le blockchain, le jumelage numérique, on ne parle pas de technologies où il faut attendre. On parle de technologies qui sont là et il faut être à l'avant-plan, si on veut, au niveau de l'adoption de ces technologies-là. Le blockchain, c'est sans contredit une des technologies les plus importantes sur le marché présentement parce que ça permet l'unicité digitale de façon parfaitement encryptée, parfaitement sécuritaire et ça permet une fois pour toutes les transactions uniques partout à travers le monde. C'est une technologie qui est absolument formidable et il n'y a absolument aucune raison pour ne pas l'adopter immédiatement. Le dernier point au niveau des technologies importantes, c'est forcément l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, fondamentalement, c'est la convergence de la puissance de traitement, évidemment, du cloud notamment, et de toute la puissance qui est liée à ça, du big data qui est permis par le cloud et évidemment de l'apprentissage machine. Le fondement de l'intelligence artificielle, et nous, ça fait 5 ans chez Coveo qu'on fait de l'intelligence artificielle. Je pense qu'on est devenu, comme vous l'avez vu, un leader dans un certain type d'application de l'intelligence artificielle pour personnaliser de l'information, des expériences clients, des expériences employés. Mais fondamentalement, l'intelligence artificielle permet, si on veut, d'apprendre. C'est pour ça qu'on appelle ça de l'apprentissage machine, c'est qu'au lieu de préprogrammer, l'audience ici est une audience qui est habituée dans un paradigme où on programme des règles. Dans l'intelligence artificielle, on fournit un ensemble, si on veut, d'exemples et la machine apprend les règles. Et on réalise que c'est très puissant. L'intelligence artificielle, c'est dans vos vies de tous les jours. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'intelligence artificielle, c'est ce qui gère votre clavier sur votre téléphone. Il y a 6000 langues actives dans le monde. Donc, comment des compagnies comme Samsung, Apple, j'allais dire iPhone et ainsi de suite, font pour reconnaître, si on veut, vos mouvements de doigts sur le clavier, puis guesser des mots et ainsi de suite, c'est par apprentissage machine, c'est par intelligence artificielle, ça ne serait pas possible autrement. L'intelligence artificielle suggère le meilleur chemin. Lorsque vous êtes en automobile puis vous êtes sur Google Maps, par exemple, l'intelligence artificielle suggère maintenant la prochaine chose que Amazon pense que vous allez acheter. La transformation fondamentale de l'intelligence artificielle, c'est de procurer des réponses beaucoup plus exactes et beaucoup plus personnalisées à un ensemble de résultats. Ça a des applications immenses dans le domaine de l'éducation. Par exemple, on a été habitué, moi en tout cas, j'ai grandi dans un environnement où on éduquait pas mal tout le monde de la même façon. Là. Moi, je suis assez vieux pour vous dire que chez nous, il y avait une télé noir et blanc avec 3 postes. Là. À l'époque, c'était le 4, le 5 puis le 11. Tout le monde écoutait Macaire le dimanche soir. Là. Je ne sais pas s'il y en a qui sont assez vieux dans la salle pour savoir de quoi je parle. Et donc, on se faisait endoctriner d'une certaine manière et ce n'était pas nécessairement la manière la plus efficace. L'intelligence artificielle permet le one-to-one, permet en fait, vous avez peut-être vu la fameuse joute de AlphaGo qui a été jouée par Google. En fait, j'assistais récemment à une conférence du président de DeepMind, qui est une division de Google maintenant, qui est l'entreprise qui est derrière le produit, si on veut, l'algorithme qui a battu là, le Coréen au jeu de AlphaGo. Et essentiellement, tout ce qu'ils ont fait, c'est pas tout ce qu'ils ont fait, c'est assez complexe, mais ils ont fait en sorte que la machine joue 1 million de parties et apprenne
Et essentiellement, la machine s'est mise à faire des moves au niveau du jeu qu'aucun être humain avait fait précédemment. Et même les humains qui analysaient ça disaient non, mais ça n'a pas de bon sens. Là, à partir de maintenant, la machine va perdre. Et la machine s'est mise à gagner. Et ce qu'ils n'ont pas dit, suite à avoir battu le Coréen, c'est qu'ils ont continué à faire jouer un algorithme contre un autre et à perfectionner. Ils ont fait jouer la machine pendant 30 jours et la machine a continué à s'améliorer, effectivement. Alors, ce qui est important de retenir là-dedans, c'est que fondamentalement, l'intelligence artificielle, c'est un outil extrêmement puissant et ça va permettre, disons, de procurer des réponses beaucoup plus précises dans un ensemble de domaines. Alors, dans le domaine de la radiologie, par exemple, au niveau des tumeurs, on a fait récemment apprendre des algorithmes à Boston, au Mass General. C'est une expérience qui s'est faite il y a environ 6 mois, là, au printemps dernier. On a fait apprendre à une machine, on a passé à travers un algorithme d'intelligence artificielle un ensemble de radiographies, disons, un assez grand nombre de radiographies. On a instruit la machine par rapport aux symptômes qu'on avait trouvés pour ces patients-là et ainsi de suite. Et alors que le radiologiste sur ce type de radiographie-là fonctionnait sur 4 critères, la machine était capable de trouver 11 critères différents et identifiait une tumeur cancéreuse et un cancer à un niveau de probabilité nettement plus élevé. Alors l'intelligence artificielle, pas besoin de vous dire que c'est très puissant. Dans un scénario que vous voyez à gauche ici d'accident d'automobile, par exemple, l'intelligence artificielle, en fonction de chaque modèle d'automobile, va être capable d'apprendre les probabilités de casualties. Lorsqu'il arrive alors, imaginez-vous un scénario où il arrive un accident d'automobile. On connaît les signes vitaux à cause justement du jumelage numérique. On connaît les signes vitaux des occupants. On sait que la voiture est entrée dans une collision. On est capable d'analyser les circonstances, si on veut, par rapport à l'endroit où la voiture a été endommagée, les circonstances, d'identifier la probabilité pour les first responders. On va simultanément, évidemment, fermer les routes pour tracer la voie, faire flasher les lumières de la ville pour tracer la voie de l'ambulance. Pour envoyer l'ambulance et on va aviser la compagnie d'assurance. Alors, tout ce que je viens de vous décrire là va arriver environ en 1/10 de seconde. Alors, et tout ce que je viens de décrire est un scénario qui est tout à fait plausible avec de la technologie existante et avec un degré de précision qu'aucun être humain ne sera capable d'égaler. Beaucoup de gens disent « Ah, c'est peut-être juste une vague, les investissements en technologie, en cloud sont des investissements qui se font, mais on verra, ainsi de suite. » La charte que vous avez devant vous, en fait, c'est le nombre d'entreprises depuis 2011 qui ont atteint une entreprise privée, qui ont atteint une capitalisation au niveau des investisseurs de plus d'1 milliard de dollars. Alors, ce que vous voyez à gauche, essentiellement, c'est en 2010, et vous voyez l'accélération, et présentement, là, à chaque logo, là, ça vaut 1 milliard de dollars au niveau des investissements. Alors, il n'y a jamais eu autant d'investissements qui se sont faits dans le domaine de la technologie que maintenant, en termes de capitalisation. Et évidemment, ça ne peut pas être qu'un fad, comme on dit. Ça ne peut pas être qu'un... Et si on se demande si ça se fait également au niveau international, ça vous donne ici une image de ce qui se passe en Europe, en Asie et ainsi de suite. Alors, la conclusion de tout ça, c'est qu'on est dans un monde numérique. Et le grand changement, c'est qu'on est dans un monde d'API. Le grand changement, c'est qu'il faut penser au monde numérique en termes de services et non en termes de logiciels applicatifs où on design, là, un peu comme on designerait le système de la Régie des rentes ou de la CSST ou ainsi de suite. Dorénavant, on assiste à un monde où on a un paquet d'objets interconnectés qui sont disponibles via des services qu'on appelle des API, évidemment, vous le savez. Et on a une consolidation d'informations en nuage. J'aime mieux dire le cloud, là, personnellement. Là, je ne suis pas encore adapté au terme. Et des systèmes qui apprennent, s'adaptent et agissent. Et on assiste à vraiment une augmentation humaine. C'est-à-dire que, Simon le mentionnait à l'heure du midi, là, où finalement, l'être humain dans tout ça va jouer un rôle davantage d'utilisateur, si on veut, et de coordonnateur. Qu'un rôle de programmation ou un rôle décisionnel. Et c'est un changement qui est assez majeur.
Tout ça, en fait, a provoqué, disons que l'ère numérique, dans les 20 dernières années, a provoqué un grand changement au niveau de moi, ce que j'appelle les personnes numériques. C'est-à-dire qu'on a formé, en fait, la technologie, si on veut, a façonné un nouveau citoyen. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la chose, et je dis souvent cet exemple-là, « The least interesting thing a millennial can do with a phone is a call ». Et ça, c'est vraiment important. La chose la moins intéressante qu'un Y peut faire avec un téléphone, c'est un appel. C'est ça qu'il faut comprendre. Les appels, c'est pas intéressant. Les milléniaux sont nés dans la technologie. Alors, quand on parle des milléniaux, là, essentiellement, on parle des gens, j'ai une là-dessus un petit peu plus loin, on parle des gens qui sont nés dans les années 80, 90 plutôt, et qui, à partir de 2018, vont former plus que 50% de la population. D'ailleurs, je me permets un commentaire pour la GIC. On est 1600 dans la salle, il n'y a que 150 jeunes. Je ne trouve pas ça normal. Et je pense qu'il faut effectivement, là, le point de Régis tantôt, il faut faire quelque chose pour ça, attirer plus de jeunes et ainsi de suite, parce que fondamentalement, on devrait, si on est 1600 personnes dans la salle, si je regarde la charte ici, effectivement, on devrait avoir 800 jeunes de 35 ans et moins dans la salle. Les milléniaux, en fait, sont nés dans le digital, n'ont jamais connu le monde analogue, le monde non digital. Et ça a forgé, si on veut, un ensemble d'expectatives qui sont radicalement différentes. Ça a forgé une personne, un citoyen, un patient, un client et un employé qui est radicalement différent. Et c'est pas vrai que ce sont des paresseux qui n'ont pas d'attention span puis qui font juste faire du context switching et tout ça. Personnellement, je travaille avec des jeunes. Je pense que c'est une génération qui est sociocentrique, qui est extrêmement engagée. Par contre, they need a purpose. Ce n'est pas une génération aujourd'hui où on leur dit quoi faire. Il faut les inspirer avec une vision dans les milieux de travail, dans la société. Et le choix, si on veut, est devenu une commodité pour eux. Et ça, je pense que c'est très important. Ils ont également de nouvelles valeurs, ces jeunes-là. Alors, si on regarde, si on veut, les valeurs qui sont quand même assez bien documentées, le boomer comme moi, moi je suis né en 64, alors je ne sais pas trop ce que je suis, là, pour être bien honnête, mais le boomer comme moi était, ou la génération de bien des gens dans la salle, étaient des gens qui étaient assez loyaux, engagés dans leur travail, ainsi de suite, des carriéristes, et qui étaient relativement conformistes. La génération X sont des gens qui sont un peu plus globales, un peu plus autonomes, qui se sont mis à voyager et ainsi de suite. Les Y sont connus un peu plus comme idéalistes, si on veut. C'est-à-dire que « if you want to hire me, inspire me », comme on dit en anglais. Ça, je pense que c'est bien important. Et la génération Z, qui est vraiment l'ultime produit du monde numérique, de la société numérique, on dit beaucoup, et allez lire sur Internet, on dit que c'est la plus belle génération qu'on a vue depuis 50 ans, qui sont des gens qui sont réalistes, qui sont très renseignés, qui sont numériques. On dit en anglais « they're not efficient, they're proficient ». C'est très, très différent. Ils ne sont pas efficaces, ils sont effectivement très, très éduqués, très, très renseignés. Alors, pour cette raison-là, la transparence, si on veut, est très, très importante. Vous le savez, je suis au Conseil de l'Industrielle Alliance, on l'a mentionné tantôt. Dans le domaine des services financiers, par exemple, qui est un domaine qui a été traditionnellement assez opaque pour le client, bien, on assiste à une nouvelle génération de consommateurs qui exigent de la transparence et en fait, non seulement ils l'exigent, ils peuvent l'obtenir. Lorsqu'un Z rentre chez Lally Honda pour acheter une automobile, il ne va pas se la faire vendre. Il dit au vendeur, voici ce que je veux, voici les options et voici combien tu vas me la vendre. Parce que je suis allé sur l'Internet, je connais exactement ta marge et ainsi de suite et je sais exactement pourquoi j'achète cette automobile-là. Alors, ça transforme complètement le domaine de la vente, du marketing, du libre-service et ainsi de suite. Encore une fois, on a des gens qui sont compétents, qui sont nettement plus compétents. J'ai des enfants de 18 à 23 ans. Ils sont plus compétents que moi. Je le vois quotidiennement lorsqu'on parle de problèmes et ainsi de suite. Sortent leur iPhone, ainsi de suite, et très rapidement peuvent trouver des réponses de façon beaucoup, beaucoup plus efficace que moi.
Ces gens-là aussi sont beaucoup plus engagés dans une économie de partage et ce qu'on appelle une mutualisation digitale. On a assisté beaucoup à des phénomènes de mutualisation au Québec pendant la Révolution tranquille, avant et tout ça. La mutualisation, aujourd'hui, elle est digitale. Les gens fonctionnent dans des marchés qui sont beaucoup plus optimisés dans des économies de partage. Et en fait, je donne souvent cet exemple-là. On a un bureau au centre-ville de San Francisco et les gens parlent de... Ça me fait un peu rire parce qu'ici au Québec, on parle de Uber comme si c'était une grande menace, un phénomène et tout ça. Soyons clairs, là, moi je vais donner mon opinion. Uber, c'est un meilleur modèle d'affaires, peu importe la législation. Ça finit là. C'est un meilleur modèle d'affaires dans une industrie qui avait grandement besoin de se faire, d'avoir une réingénierie. Et le mot est faible, je pense. Et donc, ce sont des modèles d'affaires qui sont inévitables. Les grands investisseurs de Sand Hill Road à Palo Alto vont vous dire qu'ils investissent dans le inevitability. C'est-à-dire qu'on voit un modèle d'affaires, même si la législation ne fit pas tout à fait aujourd'hui, tout ça, ils vont investir pareil parce qu'ils savent, que ce soit Airbnb, Uber et ainsi de suite, savent très, très bien que fondamentalement, that's where the world is going. On parle de l'auto électrique, on parle de Uber. La réalité, c'est que la plus grande révolution dans le domaine de l'automobile, dans le moment, c'est l'économie de partage. À San Francisco, existe une compagnie montante dans le moment qui s'appelle Getaround. Et essentiellement, on a des employés au bureau de Coveo à San Francisco qui s'achètent des voitures. Souvent, c'est des Toyota Prius usagées. C'était plutôt à la mode dans ce coin-là. Et vont la mettre pour 60 $, en fait, vont chercher une petite boîte là, qu'ils mettent sur leur pare-brise, sur leur pare-soleil, là, et qui permet de débarrer la voiture et mettent leur voiture sur Getaround. Et en fait, ce que ça fait, c'est qu'ils stationnent la voiture dans la rue et parfois, 30 minutes plus tard, après avoir stationné la voiture, il y a quelqu'un qui vient chercher la voiture. Ça coûte 8 $ et ainsi de suite. J'ai pris ce snapshot-là avant-hier. C'était le nombre de voitures. C'est le centre-ville de San Francisco. C'était au moment où je parlais, où j'ai pris le snapshot, le nombre de voitures qui étaient disponibles pour une location. Alors, je vais aller faire mon épicerie. Et j'ai une voiture. Alors, pourquoi ces gens-là achètent des voitures au lieu d'en prendre juste des comme ça? C'est parce que la fin de semaine, ils veulent aller en ski à Lac Tahoe ou ils veulent faire des trucs comme ça. Ils prennent une voiture. Alors moi, un petit peu en naïf, j'ai dit à une de nos employés, j'ai dit, oui, mais qu'est-ce que tu fais? Là, il y a quelqu'un qui vient chercher ta voiture, mais lorsque tu sors du bureau à 5 heures, il faut que tu ailles faire ton épicerie. Qu'est-ce que tu fais quand tu n'as pas ta voiture, quand la voiture n'est plus là? Bien, elle dit, c'est pas compliqué. Elle dit, bien, c'est parce que moi, j'avais dit qu'elle était disponible jusqu'à 5 heures. Si quelqu'un me la ramène plus tard que 5 heures, bien, c'est plus 8 $, c'est 12 $, fait que c'est plus payant. Elle dit, il y en a 3 autres stationnés dans la rue de toute façon, alors moi, je prends l'autre. Ça ne me dérange pas. Alors, ce qu'il faut comprendre, là, c'est qu'on est dans un mode qui est complètement différent. Alors, mettez ça à grande échelle. On a un parc automobile qui est utilisé au maximum à 7 de sa capacité en termes de return on asset. Et soudainement, on se met à partager un actif et on peut facilement doubler. Alors, quand on parle de la menace de l'industrie automobile, ce n'est pas l'auto électrique. La menace de l'industrie automobile, c'est que soudainement, un parc d'actifs qui est utilisé à 7 soudainement est utilisé à 14 double. Et que soudainement, suite à ça, on vend 2 fois moins de voitures. Alors, ça a des impacts dans le domaine de l'assurance, ça a des impacts dans le domaine financier si vous faites des prêts auto, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, vous comprenez un petit peu qu'est-ce qui se passe. On a le même problème dans les aéroports. De plus en plus, les jeunes ne veulent plus d'automobile. Ou encore, les modèles comme Uber ont tellement optimisé, si on veut, l'utilisation de l'actif que ce n'est pas payant d'avoir une automobile. Alors, de plus en plus, on assiste au one-to-one transportation. Et si ceux d'entre vous qui, comme moi, voyagent énormément, savent que quand vous arrivez, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous allez dans les aéroports depuis 10 ans, puis soudainement, là, ce qu'on appelle les linéaires en avant des aéroports sont bondés. Il y a plein de voitures. Puis les stationnements sont vides. La raison, c'est parce que tous les jeunes, tous ces millennials-là, eux autres, ils prennent des Uber puis se font déposer à la porte. Alors, soudainement, tu as 2 fois plus de voitures qui se ramassent devant l'aéroport, puis effectivement, tu as moins de besoins, d'autres besoins. Alors, c'est juste pour dire que le digital, dans ce cas-ci, provoque un changement qui est très important autour d'un actif qui, traditionnellement, on a pris pour acquis. C'est-à-dire qu'on a toujours pris pour acquis que dans le design de certaines choses, il y avait besoin de tant de stationnement, puis tant de béton, puis ainsi de suite. Pensez au centre d'achat.
pensez à tout ce qui se passe dans vos vies. Alors, fondamentalement, ce sont des marchés qui s'en vont vers là. Et ceux qui pensent que ce ne sont que les jeunes, puis que ça va passer, et ainsi de suite, je dirais que la contagion va vers les gens plus âgés et non l'inverse. En fait, ce ne sont pas les gens qui sont dans les anciens paradigmes qui contaminent, si on veut, les plus jeunes, mais c'est l'inverse, un peu comme vous le voyez sur l'image ici, là, qui est une métaphore. C'est peut-être très, très exotique là, de regarder le téléphone à roulette, là, mais ça n'intéresse pas grand monde, effectivement. Alors, je pense que l'argument derrière tout ça, c'est que l'expectative d'expérience numérique pour les citoyens, ce n'est pas quelque chose qu'on peut ignorer. C'est une réalité, puis c'est une réalité qui s'est déployée beaucoup plus vite que le Québec, pour être bien honnête, l'a adopté. Et je pense que ça va accélérer. Les millennials prétendent que l'expérience totale a plus de valeur que le produit ou le service. J'ai un ami qui je ne sais pas si vous connaissez le logiciel Alfred, là, les celliers intelligents. Qui est un logiciel essentiellement de gestion de cave à vin pour les restaurants et puis les gens qui collectionnent le vin et tout ça. Et lui, c'est une entreprise de Québec, en passant, une très belle entreprise qui est en train de monter le plus gros marché digital de vin au Canada. C'est un actif assez important, le vin. Et il me mentionnait que, essentiellement, les jeunes, les gens de moins de 35 ans ne veulent plus de cave à vin. Ne cherche plus à posséder des caves à vin là, comme les gens le faisaient autrefois. Par contre, lorsqu'il met un Sassicaia à 450$ sur le marché secondaire, c'est ces gens-là qui les achètent parce qu'eux veulent cette expérience-là ce soir. Et c'est comme ça que le monde fonctionne présentement. On est dans le monde, nous on parle chez Coveo du monde du YC-Win. Vous êtes une audience d'informatique, vous connaissez le YC-WIG, What you see is what you get now. YC-Win, c'est le prochain niveau, c'est What you see is what you need next. C'est-à-dire que fondamentalement, ce qu'on cherche, c'est à créer une expérience qui non seulement répond à des besoins, mais qui, grâce à l'intelligence artificielle, va être capable d'anticiper les besoins. Et c'est exactement ce que Amazon a fait. Les gens parlent de Amazon, là, je ne vous parle pas d'Amazon Web Services, là, qui est la plus grosse division d'Amazon, mais Amazon Retail. En fait, on dit Amazon est le plus grand magasin du monde, c'est vrai, mais fondamentalement, Amazon est le plus grand cross-seller du monde. Amazon n'est pas designé pour vous vendre ce que vous voulez, ça pour eux c'est fait. Ils sont designés pour vous vendre la prochaine affaire que vous allez avoir besoin sans que vous l'ayez demandé. Et ça, c'est ce qu'on appelle le monde du what you see is what you need next. Alors, c'est l'expérience et Amazon est conçu, Amazon a conquis le monde en mettant l'expérience utilisateur, l'expérience libre-service combinée à l'intelligence et à la personnalisation avant tout. Et on voit ça se passer absolument partout. Et le corollaire de ça, c'est que si nos entreprises et nos organisations puis nos gouvernements ne font pas la même chose, bien, ultimement, je pense qu'on va donner libre cours à ces entreprises-là de rentrer ici. Donc, l'enjeu, en fait, ce n'est pas vraiment le digital. C'est un peu paradoxal, là, mais suivez-moi pour un instant. L'enjeu derrière tout ça, ce n'est pas le digital. Le digital est un moyen. L'enjeu, c'est de servir en fait une nouvelle expectative qui a été façonnée par le digital pendant les 20 dernières années et une population qui est maintenant 50% de la population qui ne tolérera pas rien d'autre. Et c'est parce qu'ils ont raison, parce qu'ils ont le choix. Et c'est ironique parce qu'on voit ici Jeff Bezos en haut à droite, qui est le fondateur d'Amazon, et puis évidemment le regretté Steve Jobs en bas. Et les deux disent exactement la même chose. We are consumer obsessed and we back everything into the technology. Alors on part de l'expérience
client, de l'expérience de la personne, du citoyen, de l'employé, du patient, et ainsi de suite. Et on design la technologie, si on veut, à partir de là. Et c'est très différent parce que je suis assez vieux pour partager avec vous dans la salle que dans le monde dans lequel on a grandi dans les TI, on partait d'abord et avant tout, la première étape, c'était de designer un data model. Ce n'était pas de designer une expérience utilisateur. Et fondamentalement, aujourd'hui, le data model n'est qu'une conséquence, en fait, de l'expérience utilisateur. Le choix et l'instantanéité sont des commodités. Moi, je dis à nos gens, vous l'avez vu tantôt, puis je le dis absolument sans broncher. Ça fait 28 ans que je suis avec les mêmes partenaires en affaires et tout ça. On a toujours été le numéro 1. Taleo a été acheté 2 milliards parce que nous étions le numéro 1 au monde. Coveo, nous sommes le numéro 1 au monde. Et la raison pourquoi on est le numéro 1 au monde, c'est parce qu'il n'y a pas de place pour le numéro 2. Tout simplement. Puis la chose que je dis toujours à nos employés, c'est on est dans la business des pacemakers. Alors, si vous allez voir votre cardiologue demain matin puis vous avez un problème de cœur, puis le cardiologue vous dit que vous avez besoin d'un pacemaker, alors le cardiologue vous met 2 modèles devant vous, puis il dit, bien, il y a celui-là, il est un peu plus cher, là, mais c'est le meilleur du marché. Là. Bien, il y a celui-là aussi, là, c'est parce que celui-là, il est 40 % de moins cher, puis il est moins bon, là, il est plus vieux. Là, mais quel pacemaker vous allez vous faire installer? C'est votre cœur. Là. Alors, le millennial, lui, réfléchit de cette manière-là. Le digital lui permet d'avoir accès aux meilleurs fournisseurs à travers le monde pour remplir son besoin. Le choix est devenu une commodité. S'il n'a pas une expérience client qui est parfaite, il change instantanément. Et l'instantanéité également. Amazon Fresh livre votre épicerie en dedans de 4 heures à San Francisco au moment où je vous parle. Et Amazon a déjà annoncé qu'il cherchait à diminuer ce temps-là de moitié. Alors, ça vous donne un petit peu une idée. Alors, cette instantanéité-là, encore une fois, est une question de fait. Et je pense que c'est absolument fondamental là, de se transformer pour faire ça, ce qui est la 4e section ici. La transformation numérique, en fait, c'est de répondre aux attentes. Et je pense à ce niveau-là que les entreprises n'ont pas la barre assez haute ici au Québec. Je le vois assez régulièrement. Alors, quand on parle de transformation numérique, on parle d'automatisation, on parle de robotisation, numérisation des processus, évidemment, commerce électronique. L'enjeu, ce n'est pas qu'Amazon vienne vendre des jeans ici. L'enjeu, c'est que Peter Simons, que vous avez entendu ce matin, aille vendre des jeans aux États-Unis. Et pour faire ça, il y a besoin de personnes en numérique pour lui aussi créer une expérience qui soit compétitive. Et ça, c'est absolument fondamental. Si on regarde la maturité numérique, il y a plusieurs modèles. Ça, c'est un modèle de McKinsey. Mais essentiellement, c'est la maturité numérique ici par secteur. Alors, l'industrie, évidemment, des TI, je vous parlais tantôt de certains de nos clients comme Dell, comme Adobe, comme Salesforce.com. Évidemment, on travaille d'abord avec des gens qui comprennent l'intelligence artificielle, qui comprennent son application, qui sont ce qu'on appelle des early adopters. Mais fondamentalement, il est démontré que dans tous les secteurs, les early adopters, les gens qui adoptent les technologies et le numérique, qui embrassent le futur plus rapidement que les autres, sont des gens qui performent 80 % mieux que leurs compétiteurs immédiats. Et donc, la question que je pose, c'est dans quelle strate on veut être. Et je pense que la réponse, on l'a ici. Les entreprises se font et se défont. Je vous ai montré tantôt les investissements, les entreprises qui valent 1 milliard. Ça ici, pour moi, en tout cas, c'est une slide qui est assez shocking. 52 % des fortunes 500 depuis l'an 2000 n'existent plus. Alors, et la principale raison, et c'est le président, le CEO d'Accenture qui est ici à gauche, la principale raison, c'est parce que ces organisations-là n'ont pas adopté le digital suffisamment rapidement. Alors, je pense que c'est quand même assez important. La transformation numérique,
c'est un impératif et on peut voir ça comme un risque, c'est-à-dire que moi, je suis souvent confronté à que ce soit des conseils d'administration ou des entreprises qui disent « Oui, mais à quelle vitesse, comment on investit et tout ça », puis je réponds toujours le plus possible, puis multiplie par 2. Puis s'il y a des gens dans la salle qui ont des plans numériques de 7, 8 ans ou même 5 ans, bien, pensez-y pas, réduisez ça par 2. On ne peut pas se permettre, en fait, de se faire des plans directeurs sur des périodes aussi longues et ainsi de suite, alors que le monde change et varie aussi rapidement. Je pense que c'est un impératif économique. Vous le voyez ici, Digital Leaders drive 5 times more revenue growth than their peers. Et puis, c'est des études très sérieuses là, de McKinsey et ainsi de suite. Donc, ce que je suis en train de vous dire en termes simples, c'est que le coût du retard, le coût du retard est nettement plus... En fait, le coût du retard est fatal versus le risque de l'investissement, si on veut. Alors, moi, personnellement, je suis quelqu'un qui... I like to double down on the future. On met beaucoup de gaz dans nos entreprises, puis on bête sur le futur. Et je pense que d'un point de vue stratégique, c'est très important. Alors, quand je parle de ça, ça prend des robots, ça prend de l'automatisation, ça prend du numérique, ça prend du commerce électronique, ça prend du libre-service. Et pour faire ça, il faut arrêter de s'enfarger dans des normes ou et je vais vous en reparler tantôt, ou du normatif ou peut-être des règles qui ont été établies il y a 10-15 ans. Il y a suffisamment d'urgence pour dire « ça suffit ». Quelqu'un aujourd'hui qui design des nouveaux systèmes qui ne sont pas dans le cloud, je pense qu'il est complètement en dehors de la traque. Le blockchain est là pour rester, comme je le disais tantôt. Et si vous ne pensez pas à l'intelligence artificielle, s'il vous plaît, changez d'avis quand vous allez sortir d'ici, parce que c'est quelque chose auquel les compétiteurs, les sociétés compétitrices et les compétiteurs pensent. Je pense que de miser sur le futur, moi, c'est le meilleur advice que j'ai eu dans ma vie. C'est il y a 25 ans, j'avais un mentor qui m'a dit « Always double down on the future. Don't get hung up with legacy ». Et ça, je pense que c'est très important de miser sur le futur. Ce qui m'amène au final à parler de l'économie numérique. Alors, quand on parle d'une économie numérique, en fait, en termes simples, c'est qu'on parle de l'ensemble de l'activité économique qui résulte de l'adoption du numérique, des connexions, si on veut, entre les gens, les personnes, les données, les processus, les machines, ainsi de suite. Alors ça, c'est très important. Monsieur le maire est ici. Plus il y a d'Internet dans la ville, plus la Ville de Québec va prospérer. Ça, c'est absolument certain. Il y a une corrélation directe. Et à un moment donné, ça devient un enjeu de société. Il ne faut pas juste laisser ça. Je regarde, par exemple, le développement de la fibre optique au Québec, qui est un désastre. Je pense que c'est le genre... Autrefois, les gouvernements construisaient des routes. Aujourd'hui, les gouvernements doivent construire des routes électroniques. C'est pas normal qu'on n'ait pas un lien de fibre à très haute vitesse entre Québec, Montréal, Toronto, puis Québec, un lien redondant entre Québec, Montréal, puis la Nouvelle-Angleterre. Surtout, et les maritimes, surtout que Arctic Fiber, qui est la fibre qui communique avec l'Asie, en fait, arrive à Halifax. Alors, c'est le genre de truc, je pense, où il faut se prendre en main. Il faut interconnecter. Il faut adopter le cloud et ça a des impacts partout. Ça a des impacts dans le tourisme, ça a des impacts dans la mobilité des gens. Évidemment, plus les gens sont numériques, évidemment, ça a des conséquences sur les actifs, le secteur financier, et ainsi de suite, le secteur de la santé. Alors, évidemment, il faut être à l'avant, je pense, au niveau de l'adoption de ces technologies-là. On entend parfois des gens qui prétendent que l'intelligence artificielle va éliminer 5 % des emplois. En fait, oui, ça va éliminer 5 % des emplois. Ça va éliminer 5 % des emplois pour ceux qui ne l'adoptent pas. En fait, ça va éliminer 100 % des emplois pour ceux qui ne l'adoptent pas. Et je cite souvent en exemple un des dirigeants d'entreprise de la région de Québec, je pense qu'on doit célébrer beaucoup, qui est Jean Laflamme chez South Shore Industries. Si vous ne le connaissez pas, il fait des meubles à Sainte-Croix-de-Lobinière, au-delà de 1000 employés. Jean, lui, a décidé en 2006
d'investir dans le numérique, alors que Bestar a fait faillite au Québec, alors que Shermag faisait faillite, que l'industrie des meubles, en fait, que tout le monde disait que ce n'était pas possible de faire des meubles au Québec. Jean a décidé de prendre sa valise, d'aller à Palo Alto, d'aller s'éduquer. Il a lu des livres comme le Long Tail et ainsi de suite, s'est informé sur le numérique. Il a investi 40 millions de dollars en robotisation pour pouvoir vous livrer des sets de chambre n'importe où en Amérique du Nord en 48 heures. Il a investi en commerce électronique. Aujourd'hui, c'est le plus gros vendeur de knockdown furniture aux États-Unis sur Amazon, c'est South Shore. C'est fait à Québec. Et dans le sillage de ces investissements-là, le nombre d'employés de South Shore a triplé. Alors, ce que je suis en train de vous démontrer, c'est que l'adoption du numérique, le numérique, ce sont des emplois locomotifs. Et fondamentalement, quand on investit dans le numérique, on entraîne dans le sillage une activité économique parce qu'on devient soudainement compétitif, on devient performant et ainsi de suite. Et dans ce sillage-là, on entraîne évidemment forcément un ensemble d'autres employés, col bleu et ainsi de suite, ce qu'on appelle souvent les fameux laissés pour compte. Bien, ils ne sont pas laissés pour compte parce que précisément, il y a des entreprises qui prospèrent et qui adoptent ces gens-là. Quand on regarde le Québec, je pense que ça ici, c'est une image du GDP, évidemment, du GDP growth rate au Québec, qui est ici, on voit 1,6 %. Alors, c'est à peu près comparable là, aux provinces maritimes. On l'a mentionné, je l'ai entendu tout au long de la journée, le Québec regorge de talent. Regorge de créativité et ainsi de suite. Mais il est très clair qu'en même temps, Régis l'a mentionné tantôt, pour numériser le Québec, qui, comme je vous le disais, est un impératif économique, et c'est pour ça que je disais que l'audience ici est tellement importante, pour numériser le Québec, ça prend présentement 100 000 talents. Et on en dénote, et quand je parle de numériser, je parle de robotiser, d'automatiser et ainsi de suite, on en dénote qu'on peut en décompter seulement 70 000 au Québec, selon les études. Alors, il y a 70 000 personnes au Québec, là. Alors, malheureusement, là, pour numériser le Québec, là, ça ne prend pas des infirmières, ça ne prend pas des avocats, ça ne prend pas des plombiers, ça ne prend pas des menuisiers. Ce sont tous de très beaux métiers, mais fondamentalement, on parle ici de numérisation. Ça prend des gens qui connaissent le web, ça prend des gens qui connaissent, évidemment, le digital au sens large. Et donc, pour numériser le Québec, ça prend 70 000 talents. Je me plais. Beaucoup d'entre vous le savez, ça fait 10 ans qu'on sonne l'alarme, nous. Je peux vous donner des conférences qu'on a prononcées il y a 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on sonne l'alarme qu'il y a zéro création d'emplois en TI. Il y a zéro création d'emplois en TI depuis les 10 dernières années au moins. Et ça fait très longtemps qu'on sonne cette alarme-là. Moi, je n'ai pas le problème. Je vais être bien honnête. Chez Coveo, on travaille dans le cloud, on travaille avec des clients internationaux, on travaille en intelligence artificielle et tout. On n'a pas de problème à recruter. Jean Laflamme, lui, a des problèmes à recruter. Et je trouve très paradoxal qu'on n'investisse pas suffisamment dans nos entreprises. Je trouve très paradoxal qu'on soit convaincu que tout ce que les jeunes veulent faire, c'est de faire bouger des bonhommes. Et je trouve très paradoxal qu'on dépense des milliards de dollars pour attirer, et je remercie Monsieur le maire et les gens de la Ville de Québec de ne pas être embarqués dans le dossier Amazon, parce que fondamentalement, un Amazon qui vient ici embauche des gens dont nos entreprises ont besoin pour se numériser, et il en va de la prospérité future du Québec. Alors, où est-ce qu'ils vont les prendre, les talents? Régis l'a dit tantôt, on a 3,7 % de taux de chômage au Québec. Nous, on le savait depuis longtemps. Taleo possède la plus grosse base de données au monde. On traitait 16 millions de candidatures dans notre cloud à chaque jour à travers le monde. On connaissait les trends et ainsi de suite. Le Big Data Play, Taleo l'avait. On savait depuis très, très longtemps qu'il y avait un shortage dans le domaine. On le voit parce qu'on voit le nombre d'applicants par réquisition, si on veut, d'emploi. Et on le voyait dans le domaine des TI. Ça fait 12-15 ans qu'on le voyait venir. Et donc, présentement, on ne peut pas se réjouir de voir des entreprises internationales qui arrivent ici et qui créent une attrition de talents. Et j'ajouterais, le deuxième point, c'est qu'on doit investir dans nos universités. On doit intéresser les jeunes aux carrières de TI. On doit avoir un objectif d'avoir plusieurs centaines de jeunes dans la salle l'an prochain. Peut-être même, pourquoi pas, en inviter des jeunes du secondaire et ainsi de suite. Les amener dans le domaine du numérique parce qu'on en a besoin. Et évidemment, investir dans les universités. Pour moi, c'est un enjeu de prospérité. Et la prospérité, je suis impliqué un peu à l'École d'entrepreneurship de Beauce, la prospérité,
je reprends la définition de Marc Dutil, c'est ce qu'on va léguer à nos enfants. Puis ce qu'on va léguer à nos enfants, c'est des entreprises, c'est du capital, c'est des investissements, des infrastructures qu'on va être capable de se payer. Et je pense que le numérique, et c'est pour ça que je reviens sur mon statement du début, vous représentez ici l'audience du monde numérique qui est l'audience vraiment qui est la locomotive du développement économique. Et donc, pour moi, les gens dans la salle ici, c'est une très grande responsabilité. Il faut intéresser les jeunes, il faut investir dans les universités. Sophie était ici ce matin, l'Université de Montréal et ainsi de suite. On a des beaux pôles de développement, par exemple, à Montréal en intelligence artificielle. Mais si c'est Google, Microsoft ou Ubisoft qui les engagent, bien les actionnaires de ces entreprises-là sont en France, ils sont à Seattle et ils sont à Redwood Shores en Californie et ce n'est pas eux qui vont payer le prochain CHUL, je vous le garantis. Alors pour moi, c'est une question de responsabilité et de création de richesse et je pense que dans un monde de plein emploi, on doit se tourner vers la création de richesse. Et encore une fois, le numérique, pour moi, est une nécessité, mais surtout une responsabilité. Et vous en êtes tous les artisans. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.